Tu as attendu si longtemps que tu as fini par te demander si ton tour viendrait un jour. Autour de toi, les autres semblent avancer. Ils trouvent la bonne personne, construisent, s'installent, passent au chapitre suivant. Et toi, tu restes là, dans ces journées qui se ressemblent, à voir le temps filer, les occasions se refermer, à te demander en silence si tous tes efforts, toute ta patience mèneront un jour quelque part. Quand l'attente dure trop, une pensée s'installe, sournoise, et si la vie m'avait oublié, et si le bonheur des autres n'était tout simplement pas prévu pour moi, alors laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu formuler ainsi. Cette attente qui te semble si vide, si injuste, si interminable, n'était pas du temps perdu. Pendant tout ce temps où rien ne semblait changer à l'extérieur, quelque chose changeait profondément à l'intérieur de toi. Quelque chose que personne ne pouvait voir, pas même toi. Carl Jung, qui a passé sa vie à explorer les profondeurs de l'âme, avait compris une chose troublante. Les transformations les plus décisives commencent souvent dans des lieux que personne ne peut voir. Avant que la vie change de direction, c'est le monde intérieur qui doit d'abord se réorganiser, en silence. Les anciennes croyances s'effritent, les vieux rôles cessent de te porter, et ce que tu désirais autrefois perd doucement de son éclat pour laisser place à ce que tu es vraiment. Et si c'était ça, le secret de ton attente? Si ces mois, ces années où tu avais l'impression de stagner, t'avais en réalité discrètement préparé à lâcher ce qui ne te correspondait plus, à devenir plus solide, à reconnaître enfin ce qui est juste pour toi, préparé à recevoir, sans le fuir ni le gâcher, le bien, et peut-être l'amour, que la personne que tu es en train de devenir est enfin prête à accueillir. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Numéro 1. Quand attendre est aussi une forme de croissance. Commençons par la question qui te ronge, sans doute depuis longtemps. Pourquoi cette attente ? Pourquoi ce temps qui passe sans que rien n'arrive ? On va y répondre autrement que tu ne l'as fait jusqu'ici, parce que la façon dont tu regardes cette attente change absolument tout à ce qu'elle te fait vivre. Commençons par comprendre pourquoi l'attente nous épuise autant. C'est pas seulement parce que ce qu'on désire n'est pas encore là. C'est surtout parce que on ne sait pas si nos efforts mènent quelque part. Cette incertitude est le vrai poids. Quand tu vois les autres franchir des étapes, l'un trouve l'amour, l'autre se marie, un troisième construit sa vie, pendant que toi, tu restes au milieu d'un chemin sans réponse, une conclusion s'impose presque d'elle-même, je suis à l'arrêt, je n'avance pas, je suis en train d'être laissé derrière, et c'est cette conclusion, plus que l'attente elle-même, qui te fait mal. Il faut maintenant renverser cette idée, parce qu'elle repose sur une erreur profonde. On croit que la croissance se mesure aux résultats visibles, aux étapes franchies, aux réussites qu'on peut montrer. Mais certaines formes de croissance ne se voient pas du tout. Elles ne produisent aucun résultat visible, aucune annonce à faire. Elles se forment dans le secret, dans la façon dont tu supportes l'incertitude, dont tu te relèves après une déception, dont tu continues à vivre sans avoir besoin qu'un résultat vienne tout de suite, confirmer ta valeur. Cette croissance-là est invisible, mais elle est peut-être la plus importante de toutes. Jung a écrit une phrase qui éclaire exactement ce moment. Les problèmes les plus grands et les plus importants de la vie sont tous fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent jamais être résolus, mais seulement dépassés. Ce qu'il veut dire est précieux pour toi. Il y a des attentes qu'on ne peut pas raccourcir en s'efforçant davantage, en poussant plus fort, parce que ce qui doit changer n'est pas la circonstance extérieure, mais la personne qui la traverse. Tu peux pas forcer la porte, mais tu peux devenir quelqu'un de différent en attendant devant elle. Et ce quelqu'un de différent, c'est justement ce que l'attente est en train de fabriquer. Il faut comprendre ce que l'attente t'apprend, concrètement, pendant que la porte reste fermée. Quand tes efforts restent sans réponse, tu apprends des choses qu'aucune réussite immédiate ne t'aurait enseignées. Tu apprends à supporter l'incertitude sans t'effondrer. Tu apprends à distinguer ce que tu désires vraiment de ce que tu croyais désirer. Tu développes une stabilité intérieure qui ne dépend plus d'un résultat pour tenir debout. Ces apprentissages sont silencieux. Ils ne se voient pas, mais ils te construisent une base que ceux qui ont tout obtenu vite n'ont souvent jamais eu à construire. Laisse-moi te raconter une histoire, celle de quelqu'un que j'appellerais Amina. Amina rêvait, depuis des années, de se marier et de fonder une famille. C'était pour elle le grand projet de sa vie, celui autour duquel tout le reste s'organisait. Mais les années passaient. Une relation qui semblait sérieuse s'est effondrée quand l'autre a pris peur de s'engager. Une autre s'est révélée être une impasse après des mois d'espoir.
Une rencontre pleine de promesses s'est éteinte sans explication. Et, euh, et à chaque fois, c'était pas seulement une relation qui finissait, c'était quelque chose en elle qui se fissurait. Elle commençait à se demander si le problème au fond n'était pas elle. Il faut voir ce que cette longue attente a révélé à Amina, parce que c'est le cœur de l'histoire. Pendant des années, elle avait vécu sa vie présente comme une salle d'attente, un temps provisoire avant que sa vraie vie, celle avec quelqu'un, ne commence enfin. Elle mettait tout en pause, ses projets, ses envies, son bonheur, en attendant que l'autre arrive, mais c'est précisément cette attente interminable qui lui a fait comprendre une chose bouleversante. Elle avait placé toute sa valeur, tout son bonheur dans un événement futur qui n'arrivait pas. Alors, faute de pouvoir avancer vers cet avenir, elle a commencé presque à contre-cœur, hein, à investir dans son présent. Elle a repris des projets qu'elle repoussait, elle a nourri ses amitiés, elle a appris à être bien seule, à ne plus faire dépendre sa joie de la présence de quelqu'un. Et en faisant ça, elle est devenue quelqu'un de plus entier, de plus solide, de plus vivant. Quelqu'un qui, le jour où l'amour viendrait vraiment, n'en aurait plus un besoin désespéré, mais le choisirait librement depuis une vie déjà pleine. L'attente, et elle seule, lui avait donné ça. Il faut nommer ce que Jung appelait le processus au cœur de tout ça, parce que ça donne du sens à ton attente. Il parlait d'individuation, ce chemin par lequel une personne devient progressivement ce qu'elle est vraiment. Et l'attente peut faire partie de ce chemin. Notre part impatiente, ce que Jung appelait l'ego, voudrait que la vie fonctionne selon un ordre net, l'effort produit un résultat, le sacrifice est récompensé, le temps investi prouve qu'on a fait le bon choix. Quand ça n'arrive pas, on est bouleversé, pas seulement parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais parce que l'image qu'on avait de soi commence à se fissurer, et c'est dans cette fissure, précisément, qu'on est forcé de trouver une base plus profonde que la réussite ou que la présence de quelqu'un. Pour comprendre vraiment ce que fait l'attente, laisse-moi te proposer une image, celle d'une photographie qu'on développe dans une chambre noire, comme on le faisait autrefois. Quand on plonge la feuille dans le révélateur, au début presque rien n'apparaît, la surface reste vide, on pourrait croire qu'il n'y a rien, et si par impatience on retire la feuille trop tôt, l'image ne se formera jamais vraiment, elle restera un vague contour flou, incomplet. L'attente dans le révélateur n'ajoute rien à la photo, tout était déjà là, dans la pellicule. Elle laisse simplement le temps aux lignes déjà présentes de devenir visibles. Toi, tu es cette photographie en train de se développer, tout ce que tu deviendras est déjà en toi, l'attente ne fait que lui laisser le temps d'apparaître. Il faut appliquer ça à l'amour, parce que c'est là que ça te touche le plus directement. Tu possèdes peut-être déjà la capacité d'aimer, le désir d'un lien vrai, une vision claire de ce que tu veux, mais certaines parties de toi sont peut-être pas encore assez stables. Tu laisses peut-être encore un rejet devenir un rejet de toi-même. Tu mesures peut-être encore ta valeur à la vitesse des autres, à leur mariage, à leur couple. Tu espères peut-être encore qu'une rencontre viendra guérir toutes tes insécurités. Et si le bon amour arrivait maintenant, dans cet état, tu risquerais d'y emporter toutes ces peurs et de transformer ce que tu as tant attendu en une nouvelle source d'angoisse. L'attente te donne le temps de ne pas gâcher, par tes vieilles blessures, ce qui compte le plus. Je veux poser une distinction importante ici, pour rester honnête. Dire que l'attente peut être une croissance ne veut pas dire que tout retard est forcément bon, ni que tout ce que tu désires finira par arriver si tu attends assez. Ce serait un mensonge réconfortant. Certains plans doivent être changés, certains chemins ne te conviennent plus et doivent être abandonnés. Certaines choses doivent être lâchées avec lucidité, pas attendues indéfiniment. L'attente n'est pas une garantie magique que tout arrivera. Elle est une occasion de te transformer, quel que soit le résultat final. Et même si ce résultat diffère de ce que tu imaginais, cette période t'aura appris à distinguer un désir vrai d'un simple besoin de reconnaissance. Et il faut ajouter une seconde nuance pour que ce ne soit pas mal compris. Voir l'attente comme une croissance ne veut pas dire qu'il faut aimer attendre, ni se forcer à trouver l'attente agréable. L'attente reste difficile, parfois douloureuse, et tu as le droit de la trouver pénible. Reconnaître qu'elle te construit ne t'oblige pas à faire semblant qu'elle est douce. Tu peux souffrir de l'attente et, en même temps, savoir qu'elle n'est pas vaine. Les deux vont ensemble. C'est pas une résignation joyeuse, c'est de la lucidité, comprendre que ce temps difficile n'est pas du temps perdu. Voilà donc le premier point. L'attente nous épuise moins parce que ce qu'on veut n'arrive pas, que parce qu'on croit qu'elle nous laisse à l'arrêt, alors que certaines croissances sont invisibles. Elles se forment dans la façon dont on supporte l'incertitude. Comme le disait Jung, certains problèmes ne se résolvent pas mais se dépassent.
parce que ce qui doit changer n'est pas la circonstance, mais la personne qui la traverse, comme une photographie qui a besoin de temps dans le révélateur pour que ces lignes déjà présentes apparaissent. En amour, ce temps t'évite d'emporter tes vieilles peurs dans ce que tu attends, à condition de comprendre que l'attente n'est pas une garantie que tout arrivera, et qu'on peut la trouver difficile tout en la sachant féconde. Mais cette croissance silencieuse commence par quelque chose qu'on ne remarque pas tout de suite. Elle ne commence pas par savoir clairement ce qu'on veut. Elle commence souvent par reconnaître ce qu'on veut plus, ce qui ne nous correspond plus, ces vieux rôles, ces vieilles façons d'être, parfois ces vieilles relations, qui se mettent doucement à sonner faux. Il faut comprendre pourquoi l'ancien doit se fermer pour que le vrai toi puisse émerger. Numéro 2. Ce qui est ancien doit se fermer pour que le vrai toi émerge. Si l'attente t'a discrètement fait grandir, alors le premier signe de cette croissance n'est pas forcément que tu saches enfin où tu vas. C'est souvent quelque chose de plus discret et de plus déroutant. Tu commences à reconnaître ce qui ne te convient plus. Un objectif qui t'enthousiasmait sonne soudain creux. Un rôle qui te rassurait devient un poids. Ta vie n'a peut-être pas changé à l'extérieur, mais quelque part en toi, tu sais que tu ne peux plus continuer à vivre comme la version de toi façonnée par le passé. Commençons par comprendre comment ce changement se manifeste, parce qu'il est rarement clair. Ça n'arrive presque jamais sous la forme d'une décision nette, un matin où tu te dirais change de vie. Non. Ça commence de façon beaucoup plus sourde, par un vide étrange après une réussite qui, pourtant, aurait dû te rendre fier, par une fatigue à continuer de répondre aux attentes habituelles, par un sentiment d'être devenu étranger à ta propre vie, celle-là même que tu as mis tant d'efforts à construire. On croit facilement qu'on perd sa direction. Mais souvent, ce qui disparaît, c'est pas ta direction. C'est seulement ton attachement à un chemin qui a déjà rempli son rôle. Il faut vraiment saisir cette distinction parce qu'elle est libératrice. Quand quelque chose qui te comblait se met à sonner faux, tu peux paniquer, croire que t'es perdu, que quelque chose ne va pas chez toi. Mais c'est pas ça. Ce malaise est un signe de croissance, pas de perte. C'est le signe que tu as dépassé une version de toi-même. Et que cette version, désormais trop petite, commence à te serrer. Ce n'est pas toi qui te détraque. C'est toi qui deviens trop grand pour d'anciens habits. Le vide que tu ressens n'est pas un manque, c'est l'espace laissé par quelque chose que tu es en train de quitter. Il y a une histoire, dans un roman de Hermann Hesse, qui éclaire magnifiquement ça. C'est l'histoire de Siddhartha, un homme qui quitte tout pour chercher la vérité, l'illumination. Il mène d'abord une vie d'ascète, il apprend auprès de grands maîtres, il croit que la discipline et l'enseignement des autres vont le mener à la sagesse, mais plus il avance dans ses enseignements, plus il découvre une chose troublante. La compréhension d'un autre ne peut jamais remplacer sa propre expérience vécue. Les maîtres peuvent éclairer un bout du chemin, mais personne ne peut vivre à sa place le voyage que son âme doit parcourir seule. Alors il quitte même ses maîtres, parce qu'ils ne lui correspondent plus. Il faut suivre ce que devient Siddhartha, parce que ça résonne avec toi. Ensuite, il plonge dans le monde, l'argent, l'amour, les plaisirs. Il devient riche, expérimenté, il en apprend beaucoup sur la vie. Mais paradoxalement, plus il s'enfonce dans ce monde, plus il s'éloigne de lui-même. Ce qui semblait plein de promesses laisse derrière lui un vide de plus en plus profond. Et ce n'est que lorsque toutes ces identités sur lesquelles il s'était appuyé, l'ascète, puis l'homme du monde, cessent de le soutenir, qu'il arrête enfin de chercher un modèle à imiter et se met à écouter ce qui bougeait, silencieusement en lui. Il fallait que l'ancien se ferme, entièrement, pour que le vrai lui puisse émerger. Il faut appliquer ça à ta propre vie, parce que cette histoire n'est pas si lointaine. Tu t'es peut-être habitué à être toujours fort, toujours utile, toujours celui qui répond aux besoins des autres. Tu te sens peut-être valable seulement quand quelqu'un a besoin de toi. Ces façons d'être t'ont peut-être aidé autrefois à être reconnu, à éviter les conflits, à trouver ta place, à être aimé. Mais avec le temps, tu commences à sentir que tu dépenses une énergie folle à maintenir une image familière, pendant que la part authentique de toi a de moins en moins l'occasion d'exister. Tu joues un rôle, et le rôle t'épuise, parce qu'il n'est plus toi. Il faut comprendre pourquoi on s'accroche à ces anciens rôles, même quand ils nous épuisent, par la logique. On s'y accroche parce que il nous donne un sentiment de stabilité, de prévisibilité. Celui qui s'est toujours vu comme le soutien des autres a du mal à admettre qu'il a aussi des moments de faiblesse. Celui qui a été aimé pour son dévouement se sent coupable dès qu'il commence à dire non. Même quand un rôle nous vide, le quitter fait peur.
Parce que l'inconnu paraît souvent plus effrayant que le familier, même quand ce familier ne nous rend plus heureux. On préfère la prison qu'on connaît à la liberté qu'on ignore. Pour saisir vraiment ce mécanisme, laisse-moi te proposer une image, celle d'un cocon. Tant que la chenille est encore en train de se transformer, le cocon la protège, il la met à l'abri du danger, il donne à ses ailes le temps de se former dans le secret. Et le cocon, à ce moment-là, est exactement ce dont elle a besoin. Mais imagine qu'une fois les ailes formées, elle refuse de sortir, qu'elle reste dans son cocon par peur du dehors. Alors, le lieu même qu'il avait protégé et fait grandir devient sa prison, ce qui l'empêche de déployer ses ailes. Tes anciennes façons d'être sont comme ce cocon. Elles t'ont protégé, soutenu, fait grandir. Mais grandir, à un moment, c'est savoir quand en sortir. Il faut relier ça à l'amour, parce que c'est souvent là que ça se joue le plus douloureusement. L'ancien qui doit se fermer, ce sont parfois de vieilles relations ou de vieilles façons d'aimer. La tendance à te suroublier pour l'autre, le schéma de toujours courir après ceux qui te fuient, l'habitude de te contenter de miettes ou de te définir uniquement par ton couple. Pendant l'attente, ces vieilles façons d'aimer commencent à te sembler fausses. Elles ne te correspondent plus. Et c'est bon signe, parce que tu ne pourras accueillir un amour vraiment sain que si tu as d'abord laissé mourir ces anciennes façons d'aimer qui te faisaient te perdre. L'ancienne façon d'aimer doit se fermer pour que la vraie puisse naître. Jung avait un mot pour cette image qu'on maintient face au monde. La persona est un système complexe de relations entre la conscience individuelle et la société. À juste titre, une sorte de masque, conçu d'un côté pour faire une impression définie sur les autres, et de l'autre pour dissimuler la vraie nature de l'individu. Ce masque, cette persona, nous aide à nous adapter, à tenir notre place parmi les autres, et c'est utile. Mais si on vit trop longtemps uniquement pour protéger ce masque, on peut passer sa vie entière à entretenir une image reconnue, pendant que la personne plus profonde en nous continue d'attendre, en silence, la permission d'émerger. Il faut nommer comment le vrai toi apparaît, précisément, parce que c'est pas ce qu'on croit. Le vrai toi n'émerge pas quand tu essaies de fabriquer une version encore plus parfaite de toi-même. Il émerge quand tu cesses de vivre uniquement pour préserver une image, pour répondre à une attente, pour éviter de décevoir. C'est peut-être la première fois où tu dis honnêtement ce dont tu as besoin. La première fois où tu poses une limite sans te justifier longuement. La première fois où tu arrêtes de poursuivre quelque chose qui n'avait de sens que dans le regard des autres. Chaque choix de ce genre rend un peu d'espace à la part authentique de toi. Je veux poser une distinction importante ici, pour ne pas te méprendre. Laisser l'ancien se fermer ne veut pas dire rejeter ou détester la personne que tu étais. Surtout pas. Cette ancienne version de toi t'a aidé, elle t'a permis de t'adapter, d'être vu, de survivre à des moments où tu n'avais pas de meilleure façon de faire. Ta sensibilité t'a peut-être aidé à maintenir la paix. Ta force t'a peut-être permis de tenir dans des circonstances qui ne te laissaient pas le droit d'être vulnérable. Ce qui est ancien n'est pas faux, n'est pas mauvais. Il a simplement rempli son rôle et ne peut plus diriger toute la vie qui te reste. On ne renie pas son passé, on le remercie et on le dépasse. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester juste. Reconnaître qu'une façon de vivre ou d'aimer ne te convient plus ne veut pas dire qu'il faut tout casser du jour au lendemain de façon brutale. Ces fermetures se font souvent progressivement, avec des allers-retours, des doutes, des moments de nostalgie pour l'ancien, c'est normal. Une fin, même nécessaire, n'apporte pas toujours un soulagement immédiat, elle peut s'accompagner de regrets, de peur de décevoir, de deuil. Laisser l'ancien se fermer n'est pas un geste violent, c'est un lâcher-prise patient. Tu as le droit d'y aller à ton rythme et d'avoir de la peine en le faisant. Voilà, donc le deuxième point. Le premier signe de ta croissance n'est pas de savoir où tu vas, mais de reconnaître ce qui ne te convient plus. Ces objectifs qui sonnent creux, ces rôles qui pèsent, ces façons d'aimer qui te faisaient te perdre. Ce malaise n'est pas une perte de direction, mais le signe que tu es devenu trop grand pour d'anciens habits, comme Siddhartha qui dut laisser mourir chaque identité pour se trouver, comme le cocon qui protège puis emprisonne s'il ne s'ouvre pas. Le vrai toi émerge non en te perfectionnant, mais en cessant de vivre pour préserver une image, à condition de ne pas renier l'ancien toi qui t'a servi et de laisser ces fermetures se faire à ton rythme avec douceur. Mais quand l'ancien se ferme et que le nouveau n'est pas encore là,
Tu te retrouves dans un entre-deux inconfortable, un vide où plus rien d'ancien ne te porte et où rien de nouveau n'est encore apparu. C'est le moment le plus délicat et le plus décisif parce que c'est là, dans cet entre-deux, que se construit quelque chose de fondamental, une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Il faut comprendre cette solidité qui se forme avant même que la vie ne change. Numéro 3. La stabilité intérieure qui se construit avant que la vie change. Le moment où tu dépasses une façon de vivre qui ne te convient plus est souvent celui où le chemin devient le plus flou. L'ancien ne te porte plus, mais le nouveau n'est pas encore apparu assez clairement pour que tu saches où aller. Tu es dans un entre-deux, suspendu, et c'est précisément dans cette zone inconfortable qu'un changement capital se prépare. Ta vie extérieure n'a peut-être ouvert aucune porte, mais tu ne cours plus te réfugier dans le familier, simplement parce que tu as peur de rester face à l'inconnu. Commençons par bien définir ce qu'est cette stabilité intérieure, parce qu'on la comprend souvent de travers. Être stable intérieurement ne veut pas dire ne plus rien ressentir, ne plus jamais être anxieux, déçu ou troublé. Ce serait de l'insensibilité, pas de la stabilité, non. La stabilité, c'est que ces émotions, quand elles surgissent, ne décident plus à elles seules de la façon dont tu vois tout ton avenir. Tu ressens toujours la peur, la déception, le doute, mais ils ne prennent plus les commandes de ta vie entière. Voilà la vraie stabilité, sentir la tempête sans la laisser tenir le gouvernail. Il faut rendre ça très concret, parce que c'est là que ça se comprend. Avant, un plan qui s'effondrait te faisait croire que tous tes efforts avaient été inutiles, que rien ne marcherait jamais. Un rejet devenait la preuve que tu n'étais pas assez bien, tout court. Maintenant, quelque chose a changé. Entre l'événement qui survient et ta réaction, un petit espace est apparu. Une pause, assez large pour que tu puisses te dire « ce que je ressens là, maintenant, ne dit pas forcément la vérité sur ce qui va venir ». Cette pause, entre ce qui arrive et la façon dont tu le vis, c'est exactement là que réside ta liberté nouvelle. Laisse-moi te raconter une histoire, celle de quelqu'un que j'appellerais Sophie. Sophie était restée près de 10 ans dans la même relation. C'était pas une mauvaise relation, à proprement parler, c'était familier, confortable, sécurisant. Mais depuis un moment, quelque chose s'était éteint. Elle ne grandissait plus, elle ne se sentait plus vraiment vue, elle avait l'impression de s'effacer un peu plus chaque année. Et pourtant, chaque fois qu'elle pensait à partir, une avalanche de peur surgissait. La peur de ne jamais retrouver personne, la peur de la solitude, la peur de tout recommencer à zéro, la peur du regard des autres, qui trouvaient qu'elle avait déjà de la chance d'être en couple. Il faut voir ce qui a changé pour Sophie, parce que c'est tout le sujet de ce point. Un jour, c'est la relation elle-même qui a pris fin, l'autre est parti, et Sophie a dit que quelques années plus tôt, elle aurait vécu ça comme la preuve absolue que la vie s'acharnait sur elle, que tout était fini, mais cette fois, même si elle était triste, même si elle avait peur, elle ne s'est pas précipitée pour combler le vide à tout prix, pour se jeter dans la première relation venue juste pour ne pas être seule. Elle a pris le temps, elle a fait le point sur qui elle était devenue, sur ce qu'elle voulait vraiment, ce dont elle était le plus fière. Ensuite, c'était pas d'avoir refait sa vie, c'était d'avoir traversé cet effondrement sans se perdre. Ce qui avait changé, c'était pas sa situation, c'était sa façon de se tenir face à ce qu'elle ne contrôlait pas. Il faut comprendre d'où viennent nos réactions les plus fortes, parce que Jung apporte ici un éclairage puissant. Nos réactions les plus violentes ne naissent pas seulement de ce qui se passe maintenant, elles viennent aussi de vieilles blessures que la situation présente vient réveiller. Un rejet aujourd'hui peut rouvrir un sentiment d'abandon très ancien. Un échec peut faire remonter la vieille croyance qu'on n'est pas capable. Une période sans résultat peut réveiller la peur profonde d'avoir été oublié par la vie. Et quand on ne reconnaît pas ça, on prend notre première réaction pour la vérité et on la laisse décider de la suite. Pour saisir vraiment ce mécanisme, laisse-moi te proposer une image, celle d'une boussole qu'on approcherait d'un aimant. Normalement, l'aiguille de la boussole indique fidèlement le nord, mais approche un aimant, et l'aiguille se met à dévier, tirée par une force invisible, loin de sa vraie direction. Elle bouge toujours, mais elle ne montre plus le vrai nord. Tes vieilles peurs fonctionnent comme cet aimant. Elles ne t'empêchent pas d'avancer, mais elles tirent ton aiguille intérieure hors de sa vraie route. Elles te font choisir, encore et encore, des chemins familiers, même quand tu sais, au fond, qu'ils ne mènent plus où tu veux aller. Reconnaître cet aimant, c'est déjà pouvoir corriger le cap. Il faut comprendre d'où vient alors la vraie stabilité, par la logique.
Elle vient pas du fait de te forcer à être fort en permanence, à serrer les dents, à ne rien ressentir. Elle commence au moment où tu deviens capable de te dire « Ceci n'est qu'une peur, pas une prophétie sur mon avenir. Ceci est une envie de fuir, mais je ne suis pas obligé de lui obéir tout de suite. Ceci est un vieux souvenir qui se réveille, pas la réalité entière qui se répète. L'émotion reste là, tu ne la nies pas, mais un espace suffisant apparaît entre l'émotion et le choix pour que tu cesses de suivre aveuglément la vieille direction familière. » Jung a écrit une phrase qui va très loin sur ce sujet. Quand une situation intérieure n'est pas rendue consciente, elle se produit à l'extérieur comme un destin. Autrement dit, tant qu'une peur ou une blessure intérieure reste dans l'ombre, non reconnue, elle se rejoue, encore et encore, à travers 1000 circonstances différentes, et on finit par croire que c'est le destin, la malchance, le sort. Celui qui ne fait pas confiance à sa propre valeur se retirera sans cesse des occasions importantes. Celui qui craint profondément l'incertitude choisira encore et encore la sécurité familière, puis se dira que la vie ne lui a jamais offert d'autre chemin. Alors qu'en réalité, c'est sa peur non reconnue qui choisissait pour lui. Il faut relier tout ça à l'amour, parce que c'est décisif pour ce qui t'attend. Une belle rencontre, un amour sain, n'a pas seulement besoin d'arriver au bon moment. Il a besoin de te trouver assez stable pour ne pas le saboter, assez stable pour ne pas fuir par peur d'être blessé, assez stable pour ne pas t'accrocher désespérément par peur de le perdre, assez stable pour ne pas confondre le calme d'un amour sain avec de l'ennui. Certaines belles choses se sont peut-être déjà approchées de toi autrefois, mais la personne que tu étais alors était encore trop gouvernée par ses peurs pour les reconnaître ou pour les garder. La stabilité que tu construis maintenant, c'est ce qui te permettra cette fois de ne pas laisser passer ni gâcher ce qui est juste. Je veux poser une distinction essentielle ici, pour pas te tromper de but. Chercher la stabilité intérieure ne veut pas dire devenir insensible, froid, imperturbable, quelqu'un que plus rien n'atteint. C'est pas l'objectif, et ce serait même pas souhaitable. Une personne que rien ne touche n'est pas stable, elle est coupée d'elle-même. La vraie stabilité n'est pas l'absence d'émotion, c'est de garder accès à ta clarté intérieure même quand l'émotion est là. Tu peux avoir peur, être triste, être secoué et rester capable de ne pas laisser ces états décider seuls de tes choix. C'est ça, la force. Pas ne rien ressentir, mais ressentir sans être gouverné. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester juste. Cette stabilité n'est pas un état définitif qu'on atteint une fois pour toutes. Il y aura encore des jours où une vieille peur te submergera, où l'aimant tirera fort ton aiguille, où tu te sentiras aussi fragile qu'avant. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un retour à la case départ. La stabilité n'est pas de ne plus jamais vaciller, c'est de savoir revenir à chaque fois un peu plus vite à ta clarté intérieure. C'est pas une forteresse imprenable, c'est une capacité à te recentrer encore et encore malgré les tempêtes qui reviennent. Voilà donc le troisième point. La stabilité intérieure ne veut pas dire ne plus rien ressentir, mais que tes émotions ne décident plus seules de la façon dont tu vois tout ton avenir, grâce à une pause qui apparaît entre ce qui arrive et ta réaction. Nos réactions les plus fortes viennent souvent de vieilles blessures réveillées, comme un aimant qui dévie l'aiguille d'une boussole loin de son vrai nord, et comme le disait Jung, une blessure intérieure, non reconnue, se rejoue au dehors comme un destin. En amour, cette stabilité est ce qui te permettra de ne pas saboter ni gâcher ce qui est juste, à condition de comprendre qu'elle n'est pas de l'insensibilité et qu'elle se mesure non à l'absence de tempête, mais à ta capacité de revenir à ta clarté. Mais même en devenant plus stable, un poison subtil peut continuer à te ronger, un poison qui te fait douter de tout ton chemin, quelle que soit ta solidité. C'est la comparaison. Ce réflexe de regarder l'avancée des autres, leur couple, leur réussite, leurs étapes franchies, et d'en conclure que toi t'es en retard. Il faut comprendre pourquoi chacun a son propre rythme, et pourquoi le tien, aussi lent te semble-t-il, n'a rien d'anormal. Numéro 4. Chacun a son propre rythme, cesse de te comparer. Même quand tu deviens plus stable à l'intérieur, un poison subtil peut continuer à te ronger. Un poison qui te fait douter de tout ton chemin, quelle que soit ta solidité. C'est la comparaison. Ce réflexe de regarder les autres avancer, franchir une étape après l'autre, et d'en conclure, en silence, que toi, tu es à la traîne, il faut désamorcer ça.
parce que c'est l'une des plus grandes sources de souffrance inutile. Commençons par nommer ce que fait la comparaison, précisément. Quand tu regardes les autres entrer dans un nouveau chapitre, l'un se met en couple, l'autre se marie, un troisième fonde une famille, il devient très facile de te soupçonner, de te dire que tu as avancé trop lentement, que tu as fait de mauvais choix, que tu as raté un moment décisif quelque part. Ton incertitude, à ce moment-là, ne vient pas seulement du fait que tu n'as pas encore ce que tu désires, elle vient de cette habitude d'utiliser le voyage des autres comme une règle pour mesurer et condamner le tien. Il faut poser une vérité fondamentale ici, parce qu'elle défait tout le mécanisme. La croissance n'a jamais suivi un calendrier universel. Il n'existe pas d'âge officiel pour trouver l'amour, pour s'installer, pour être prêt. Certaines transformations arrivent après un événement visible et rapide. D'autres mûrissent, lentement, en silence, pendant des années, avant qu'on reconnaisse enfin ce qui nous convient vraiment. Comparer ton rythme à celui d'un autre, c'est comme comparer deux horloges qui ne mesurent pas le même temps. Ça n'a tout simplement pas de sens. Ton horloge intérieure suit sa propre logique, et elle n'a pas à s'aligner sur celle du voisin. Il y a une histoire, dans les évangiles, qui illustre magnifiquement ça, celle de deux sœurs, Marthe et Marie. Un jour, un invité de Marc arrive chez elle. Marthe se précipite, elle s'affaire, elle prépare tout, elle s'occupe de 1000 choses pour bien recevoir. Pendant ce temps, Marie, elle, s'assoit simplement et écoute. Marthe, agacée de faire tout le travail seule, se plaint. Elle trouve que sa sœur ne fait rien, qu'elle néglige ce qui doit être fait, mais la réponse qu'elle reçoit ne condamne pas son dévouement. Elle lui fait simplement remarquer, doucement, qu'elle s'inquiète de trop de choses, tandis que Marie, elle, a choisi ce dont elle avait besoin à cet instant. Il faut tirer le sens de cette histoire, parce qu'il est précieux. Les deux sœurs étaient devant la même présence, mais elles n'avaient pas besoin d'y répondre de la même façon. L'une avait besoin d'agir, l'autre avait besoin de s'arrêter et d'écouter. Ni l'une ni l'autre n'avaient tort. Ce que Marthe devait comprendre, ce n'était pas qu'elle aurait dû devenir Marie, mais que le chemin d'une autre n'a pas besoin de ressembler au sien pour avoir de la valeur. Et c'est exactement ce qu'on oublie, sans cesse, dans nos vies. On croit qu'il n'y a qu'une bonne façon d'avancer, la façon des autres, celle qui va vite. Il faut montrer à quel point cette erreur est répandue par la logique, parce qu'elle nous piège tous. Celui qui avance vite peut croire que celui qui a ralenti ne fait pas assez d'efforts. Celui qui a trouvé la stabilité tôt peut ne pas comprendre pourquoi un autre cherche encore. Et celui qui n'a pas encore trouvé sa direction regarde la certitude des autres et se croit en retard. Mais voici ce qu'on oublie, on ne voit jamais que le point où quelqu'un se tient maintenant. On ne voit pas tout ce qu'il a dû traverser pour y arriver, ni ce qu'il porte en silence, ni ce qui chez lui est peut-être encore fragile sous la surface. On compare notre intérieur, qu'on connaît, à l'extérieur des autres, qu'on devine à peine. Il faut voir le danger concret de cette comparaison, parce qu'il est réel. Par peur d'être plus lent que les autres, beaucoup de gens font des choix précipités. Ils acceptent un travail qui ne leur convient pas, ils entrent dans une relation avant que leur cœur soit prêt, juste pour ne pas rester seuls, juste pour rattraper les autres. Ils poursuivent une image de réussite qui ne leur a jamais vraiment appartenu, et ces choix leur donnent, sur le moment, le sentiment d'avancer. Mais plus ils avancent ainsi, plus ils se sentent étrangers à leur propre vie, parce qu'en réalité, ils ne courent pas vers leur avenir. Ils fuient simplement le sentiment d'être laissés derrière. Il faut relier ça à la pensée de Jung, parce qu'elle éclaire pourquoi la comparaison est absurde. Jung parlait d'individuation, ce processus par lequel chaque personne devient l'être unique qu'elle a le potentiel de devenir. Et ce processus ne mène pas tout le monde vers le même modèle, il n'exige pas que chacun accomplisse les mêmes leçons au même moment. Chaque personne porte une histoire différente, des blessures différentes, des forces et des conflits différents. Ce que l'un comprend très tôt peut demander à un autre de longues années pour mûrir. Il n'y a pas de retard dans l'individuation, il n'y a que des rythmes propres à chaque âme. Jung l'a d'ailleurs formulé d'une façon simple et frappante. La chaussure qui va à l'un blesse l'autre. Il n'existe pas de recette de vie qui convienne à tous les cas. Ce qui aide un autre à grandir peut ne pas être ce dont tu as besoin, toi. Un chemin qui donne à quelqu'un un sentiment de liberté pourrait, t'éloigner de toi-même parce que vous portez pas les mêmes expériences, les mêmes leçons. Grandir, ce n'est donc pas apprendre à vivre comme un autre. C'est reconnaître la façon de vivre qui convient vraiment à la personne profonde que tu es. Et ça, aucune comparaison ne peut te le dire. Pour saisir vraiment cette idée, laisse-moi te proposer une image, celle d'un jardin planté d'espèces très différentes. Certaines fleurissent dès le début du printemps, d'autres ne donnent leurs fruits qu'après tout un été, et d'autres encore doivent traverser plusieurs saisons de pluie et de soleil avant même de commencer à pousser. Personne, devant ce jardin,
ne s'indignerait qu'une plante ne fleurisse pas en même temps que sa voisine. Chaque espèce a son propre rythme, inscrit dans sa nature même. Les êtres humains sont pareils. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas que tu grandisses trop lentement, c'est que tu continues à exiger de fleurir selon la saison de quelqu'un d'autre. Il faut appliquer ça directement à l'amour, parce que c'est là que la comparaison fait le plus mal. Voir les autres se mettre en couple, se marier, avoir des enfants, pendant que toi tu attends encore, c'est peut-être ta plus grande source de doute. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi eux et pas toi? Mais leur saison n'est pas la tienne. Le fait qu'ils aient trouvé plus tôt ne dit rien sur ta valeur, ni sur ce qui t'attend. Certains trouvent vite un amour qui ne durera pas, d'autres trouvent tard un amour qui durera toute une vie. Ton rythme amoureux t'appartient. Et fleurir plus tard ne veut pas dire fleurir moins bien. Parfois, au contraire, ça veut dire fleurir plus solidement. Il faut nommer où se trouve la vraie croissance, parce que c'est le cœur de ce point. La croissance la plus profonde n'arrive pas quand tu dépasses quelqu'un d'autre, quand tu gagnes la course. Elle arrive quand tu n'as plus besoin de l'avis des autres pour te confirmer que tu vas dans la bonne direction. Quand tu cesses de te précipiter à fleurir juste parce que la saison d'un autre est arrivée, et que tu commences, patiemment, à prendre soin de tes propres racines, celles que personne ne peut encore voir, à ce moment-là, ton voyage n'est plus mesuré par ta vitesse, mais par ta proximité avec ce que tu es vraiment. Je veux poser une distinction importante ici, pour ne pas que ce soit mal compris. Respecter ton propre rythme ne veut pas dire rester immobile et appeler ça de la patience. Ce serait une excuse. Tu as toujours besoin d'essayer de faire des choix, de faire de petits pas vers ce que tu crois juste. Respecter ton rythme, c'est pas ne rien faire. C'est ne plus forcer un résultat juste pour prouver que tu n'es pas plus lent que les autres. C'est avancer sans te punir de ne pas être encore arrivé. Il y a une différence entre la patience, qui continue d'agir sans précipitation, et la procrastination, qui se cache derrière de belles excuses. Ne confonds pas les deux. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester juste. Cesser de te comparer ne veut pas dire te couper des autres ou te réjouir de leurs difficultés pour te sentir mieux. Le but n'est pas de te consoler en te disant que les autres souffrent aussi. Le vrai dépassement de la comparaison, c'est de pouvoir te réjouir sincèrement du bonheur d'un autre sans que ça remette en cause le tien. De voir quelqu'un trouver l'amour et t'en réjouir pour lui sans y lire une condamnation de ton attente. Quand t'as plus besoin de rabaisser les autres ni de te rabaisser toi, c'est que t'as vraiment cessé de te comparer. Chacun a sa place, chacun a son heure. Voilà donc le 4e point. La comparaison est un poison qui te fait douter de ton chemin en le mesurant à celui des autres, alors que la croissance n'a pas de calendrier universel, comme Marthe et Marie n'avaient pas besoin de répondre de la même façon à la même présence. On ne voit que le point où les autres se tiennent, jamais ce qu'ils ont traversé. Et comme le disait Jung, la chaussure qui va à l'un blesse l'autre, chaque âme a son rythme, comme un jardin où chaque plante fleurit à sa saison. En amour surtout, fleurir plus tard ne veut pas dire fleurir moins bien, à condition de ne pas confondre respecter son rythme avec la procrastination, et de savoir se réjouir du bonheur des autres sans y voir sa propre condamnation. Mais alors, si c'est pas une question de vitesse, si chacun a son rythme, une question demeure. Pourquoi ce que tu attends n'est-il pas encore arrivé? Il y a une réponse à ça, et elle est peut-être la plus importante de tout l'épisode. La porte que tu attends ne s'ouvre pas tant que tu n'es pas devenu capable de la franchir sans te perdre. C'est pas la vie qui te fait attendre par cruauté, c'est que tu es encore en train de devenir celui qui saura vivre de l'autre côté. Numéro 5. La porte s'ouvre quand tu es prêt à la franchir sans te perdre. On arrive à la réponse la plus profonde à ta question du début, pourquoi ce que tu attends n'est-il pas encore arrivé? Respecter ton rythme, on l'a vu, ne veut pas dire rester immobile à attendre que la vie t'apporte quelque chose. L'attente n'a de sens que si elle transforme en silence la personne qui attend. Et voici l'idée décisive. Parfois, ce que tu désires n'est pas encore là, non pas parce que la porte n'existe pas, mais parce que la solidité nécessaire pour la franchir sans te perdre est encore en train de se former en toi. Commençons par défaire une illusion très répandue, parce qu'on y croit tous. On s'imagine que le jour où l'opportunité apparaîtra, on saura naturellement quoi en faire. Que le jour où on rencontrera la bonne personne, on saura d'instinct comment aimer. Que le jour où on obtiendra ce qu'on veut, on deviendra soudain confiant, apaisé, à la hauteur. On croit que la bonne circonstance va, à elle seule, faire de nous une meilleure personne, mais c'est faux.
Les nouvelles circonstances ne créent pas automatiquement une nouvelle personne. Si tes anciennes peurs et tes anciens schémas restent intacts, tu peux franchir une porte différente et rejouer de l'autre côté exactement la même histoire. Il faut vraiment saisir ce point, parce qu'il est contre-intuitif. On pense que c'est la situation qui nous transforme. En réalité, c'est nous qui colorons la situation de ce que nous sommes déjà. Celui qui n'a pas reconnu sa peur du rejet entrera, même dans un nouveau lieu, dans des dynamiques où il devra encore prouver sa valeur. Celui qui n'a pas apprivoisé sa peur de la solitude s'accrochera à n'importe quelle relation qui se présente, bonne ou mauvaise. La porte extérieure a beau changer, si les schémas intérieurs restent les mêmes, tu reviens au même résultat. C'est pas la porte qui décide de ce qui se passe après, c'est qui tu es en la franchissant. Jung a écrit une phrase qui va droit au cœur de ça. On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscientes ces ténèbres. Autrement dit, on ne devient pas prêt en rêvant d'un bel avenir, en visualisant le bonheur qu'on attend. On devient prêt en regardant en face ce qui, en nous, est encore dans l'ombre, nos peurs, nos blessures, nos schémas. Rêver de la bonne rencontre ne te prépare pas à elle. Ce qui te prépare, c'est le travail sur ce qui, en toi, pourrait la saboter. La lumière qu'on imagine ne transforme personne. C'est l'obscurité qu'on éclaire qui nous rend prêts. Il faut comprendre, du coup, pourquoi certaines opportunités n'arrivent qu'à un certain moment, par la logique. Une même chance, offerte à deux moments différents de ta vie, ne produit pas le même résultat. Offerte trop tôt, quand tu n'es pas prêt, tu la gâches, tu la fuis, ou tu la transformes en source de souffrance. Offerte quand tu es devenu capable de la recevoir, elle devient un tournant. C'est donc pas seulement une question de timing extérieur, c'est une question de correspondance entre la chance et la personne que tu es devenue. Certaines choses ne peuvent devenir de vrais tournants qu'une fois que tu as suffisamment grandi pour les reconnaître et les garder. Laisse-moi te raconter une histoire, celle de quelqu'un que j'appellerais Karim. Karim avait toujours voulu rencontrer la bonne personne, se poser, construire une famille. Mais dans sa jeunesse, chaque fois qu'une relation devenait sérieuse, quelque chose en lui prenait peur et sabotait tout. Il choisissait des personnes indisponibles, il fuyait dès que ça devenait vrai, ou il s'accrochait si fort qu'il étouffait le lien. Il attribuait ses échecs à la malchance, aux autres, au mauvais timing, et il attendait, en pestant, que la bonne enfin arrive. Il faut voir ce qui a changé pour Karim, parce que c'est le cœur de ce point. Pendant ces années d'attente et d'échecs, quelque chose a fini par se travailler en lui. À force de répéter les mêmes histoires, il a commencé à voir le point commun de tous ces échecs. Ce n'étaient pas les autres, c'était sa propre peur de l'engagement, sa propre difficulté à recevoir l'amour. Il a regardé cette peur en face, il a compris d'où elle venait, il a appris à la reconnaître quand elle se déclenchait, et le jour où une belle personne est enfin arrivée, il n'était plus le même. Là où avant il aurait fui ou saboté, il a pu, cette fois, rester, recevoir, construire. La bonne personne n'était peut-être pas arrivée plus tôt, parce que plus tôt, il l'aurait perdue. L'attente lui avait donné, non pas la chance, mais la capacité de ne pas la gâcher. Il faut nommer ce que cette préparation intérieure construit par la logique. Il y a un principe simple, plus on a accumulé de petites expériences où l'on a fait face à la difficulté sans s'effondrer, plus on développe une confiance réelle en sa capacité à tenir. Cette confiance ne vient pas des encouragements qu'on reçoit, ni des belles paroles. Elle se construit à travers chaque moment où l'on agit, où l'on se relève après une erreur, où l'on constate qu'on peut, malgré tout, continuer. Donc, les épreuves qui précèdent un tournant ne bloquent pas forcément ton chemin. Souvent, elles construisent précisément la solidité qui t'empêchera de t'effondrer quand ce que tu désires vraiment apparaîtra enfin. Pour saisir cette idée, laisse-moi te proposer une image, celle d'un navire avant qu'il ne prenne la mer. La mer peut être calme, la destination claire, les voiles prêtes à se déployer. Mais si la coque du navire n'est pas assez solide, s'il a été lancé trop tôt, mal préparé, le voyage vers la terre, nouvel risque de le faire couler en chemin. Ce qui compte, c'est pas seulement que la mer s'ouvre, c'est que le navire soit assez solide pour porter la traversée. Les opportunités de la vie sont pareilles. Ce qui compte, c'est pas seulement qu'elles apparaissent, c'est que tu sois devenu
assez solide pour porter les responsabilités, l'incertitude et les changements qu'elles apportent avec elles. Il faut décrire comment cette solidité se forme concrètement, parce que c'est pas spectaculaire. Elle ne se construit presque jamais dans un seul grand événement. Elle grandit dans les petits gestes répétés. Elle grandit le jour où tu fais quand même ce qui doit être fait, même sans inspiration. Elle grandit quand tu sais refuser une occasion séduisante mais qui ne correspond pas à ta direction. Elle grandit quand un échec ne te fait plus renier toute ta valeur. Chaque petit choix de ce genre te prépare en silence à entrer dans un nouveau chapitre sans retomber dans tes anciennes façons de vivre. La préparation se fait dans l'invisible du quotidien, pas dans un moment héroïque. Il faut te proposer une question honnête, parce qu'elle est au cœur de ce point. Regarde ce que tu désires le plus en ce moment, cet amour, ce lien, cette vie que tu attends. Et demande-toi sincèrement s'il apparaissait demain, est-ce que je saurais vraiment vivre avec... La question n'est pas de savoir si tu le mérites, parce que ta valeur ne dépend pas de ta perfection, tu mérites d'être aimé tel que tu es. La question est différente. Es-tu prêt à recevoir en même temps la joie et la responsabilité que ça implique? Quelle part de toi peut être encore besoin d'être comprise, apaisée, renforcée, pour que ce bien, quand il arrive, ne soit pas repoussé par tes vieilles réactions? Il faut nommer ce qui se passe. Alors, quand tu es vraiment prêt, parce que c'est bouleversant, il viendra un moment où ce que tu as attendu apparaîtra, sans te faire paniquer, sans te faire courir comme avant. Non pas parce que ce sera plus petit que ce que tu espérais, mais parce que tu auras assez changé pour l'accueillir autrement. Tu ne t'en saisiras pas dans la précipitation, par peur de le perdre. Tu ne te retireras pas non plus par sentiment de ne pas le mériter. Tu pourras simplement voir clairement ce qui s'ouvre, comprendre ce que ça demande et choisir calmement d'entrer. Et là, tu comprendras que le temps qui a passé ne t'a pas seulement fait attendre. Il t'a débarrassé de tes illusions, il a clarifié ce dont tu as vraiment besoin et il t'a préparé, en silence, à vivre ce que tu avais tant espéré. Je veux poser une distinction essentielle ici, pour ne pas que ce soit mal entendu. Dire que la porte s'ouvre quand tu es prêt ne veut pas dire que si quelque chose n'arrive pas, c'est forcément ta faute. Que tu n'es pas assez prêt, que tu dois te blâmer, ce serait cruel et faux. Certaines choses n'arrivent pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec toi, le hasard, les circonstances, le fait qu'une personne ne se trouvait simplement pas encore sur ton chemin. La préparation intérieure n'est pas une condition magique qui déclenche automatiquement les événements. C'est une façon de faire de l'attente un temps utile, pas une garantie que tout dépend de ta seule préparation. Ne transforme pas cette idée en un nouveau reproche contre toi. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester juste. Être prêt à recevoir ne veut pas dire attendre d'être parfait avant de mériter quoi que ce soit. Tu ne seras jamais totalement fini, totalement guéri, totalement prêt, personne ne l'est. Il ne s'agit pas d'attendre la perfection pour t'autoriser à vivre ou à aimer. Il s'agit d'être suffisamment solide, pas irréprochable. On peut être encore imparfait, avoir encore des peurs et être malgré tout prêt à accueillir quelque chose de bon à condition de ne plus être entièrement gouverné par ses peurs. La préparation n'est pas la perfection, c'est simplement assez de solidité pour ne pas te perdre. Voilà, donc le 5e point. Ce que tu attends n'est peut-être pas encore là, non parce que la porte n'existe pas, mais parce que la solidité pour la franchir sans te perdre se forme encore en toi, car une circonstance nouvelle ne crée pas une personne nouvelle si les anciens schémas demeurent. Comme le disait Jung, on ne devient pas prêt en rêvant de lumière, mais en éclairant ses ténèbres, comme un navire qui doit avoir une coque assez solide avant la traversée. En amour, l'attente t'a peut-être donné non la chance, mais la capacité de ne pas la gâcher, à condition de ne pas transformer cette idée en reproche contre toi et de comprendre qu'être prêt n'est pas être parfait, mais assez solide pour ne pas te perdre. Alors, si tout ce chemin t'a préparé, si chaque épreuve t'a construit, une dernière vérité reste à comprendre, la plus belle, celle qui referme tout. Cette attente longue, difficile, parfois désespérante, n'était pas une punition. Tu avais raison d'attendre. Et la personne que tu es devenue, à travers tout ça, est enfin prête à recevoir et à vivre pleinement ce qui est vraiment fait pour elle. Numéro 6. Pourquoi tu avais raison d'attendre? On arrive au terme de ce chemin, à la vérité la plus belle, celle qui donne son sens à tout le reste. Après tout ce qu'on a compris, l'attente qui transforme, l'ancien qui se ferme, la stabilité qui se construit, le rythme qui t'est propre,
la préparation intérieure, il reste une dernière chose à te dire. Cette attente longue, difficile, parfois désespérante, n'était pas une punition. Tu avais raison d'attendre. Et il faut comprendre pourquoi. Commençons par répondre, enfin, à la question qui ouvrait tout cet épisode. Tu te demandais pourquoi tu avais dû attendre si longtemps. Pourquoi la vie semblait avancer pour tout le monde, sauf pour toi. Et pendant longtemps, tu as cherché la réponse dans l'idée d'un manque. Quelque chose n'allait pas chez toi, tu n'étais pas assez, la vie t'avait oublié. Mais la vraie réponse est ailleurs, et elle est douce. Tu n'attendais pas parce que tu étais oublié. Tu attendais parce que quelque chose en toi avait besoin de ce temps pour se former. L'attente n'était pas un vide. C'était une gestation. Il faut regarder en arrière, maintenant, avec les yeux de celui que tu es devenu, parce que le paysage a changé. Repense à qui tu étais au début de cette attente. Repense à tes peurs d'alors, à ta façon de réagir, à ce que tu croyais mériter, à ce que tu étais prêt à accepter, et compare avec qui tu es aujourd'hui. Sans même que tu t'en rendes compte, à travers toutes ces déceptions, tu es devenu quelqu'un de plus honnête sur ce que tu veux vraiment, de plus stable face à ce qui n'arrive pas encore, de moins prêt à te renier, à te contenter de miettes, à mesurer ta valeur au rythme des autres. Ces changements sont peut-être si discrets que personne ne les a remarqués. Mais ils t'ont éloigné pas à pas de la personne qui vivait dans la peur, la précipitation et le doute permanent. Il faut nommer ce que ces jours vides t'ont réellement appris, parce que c'est plus que tu ne crois. Les jours où rien ne semblait bouger t'ont enseigné, en silence, à reconnaître ce qui te convient vraiment et ce qui ne fait que t'épuiser. Ils t'ont appris ce qu'il fallait, lâcher. Ils t'ont appris à être plus patient avec toi-même, plus calme face à l'incertitude, plus honnête sur tes besoins réels. Tu croyais perdre ton temps. En réalité, tu apprenais les leçons les plus importantes de ta vie, celles qui ne s'enseignent que dans l'attente, jamais dans la facilité. La vie ne te faisait pas patienter pour rien, elle te formait. Jung a écrit quelque chose qui éclaire parfaitement ce retournement. Selon lui, la croissance profonde n'apparaît presque jamais dans un moment spectaculaire. Elle commence quand tu regardes la même douleur avec une conscience différente et que tu cesses de laisser le passé décider de tout ton présent. C'est exactement ce qui s'est passé en toi. La douleur de l'attente n'a pas changé de nature. Mais toi, tu as changé la façon de la regarder. Et à l'instant où tu cesses de voir l'attente comme une punition pour la voir comme une préparation, tout se transforme. Sans qu'une seule circonstance extérieure ait bougé, il faut appliquer ça à l'amour, pleinement, parce que c'est là que ta fin heureuse se dessine. Imagine que le bon amour soit arrivé au début, quand tu étais encore gouverné par tes peurs, quand tu te contentais de peu, quand tu te perdais dans l'autre, quand tu confondais l'intensité avec l'amour. Qu'en aurais-tu fait? Tu l'aurais peut-être fui, ou saboté, ou étouffé, ou tu ne l'aurais même pas reconnu parce qu'un amour sain t'aurait semblé fade. L'attente t'a évité ça. Elle t'a donné le temps de devenir quelqu'un capable, non seulement de rencontrer le bon amour, mais de le garder, de le vivre, de ne pas le détruire avec de vieilles blessures. C'est pas que tu n'as pas eu de chance, c'est que tu n'étais pas encore prêt à ne pas la gâcher. Il faut décrire ce qui t'attend maintenant, parce que c'est la promesse de cet épisode. La personne que tu es devenue à travers cette attente est enfin capable de recevoir ce qui est juste pour elle. Quand le bon lien se présentera, tu ne te jetteras plus dessus par peur qu'il n'y en ait pas d'autre. Tu ne te rabaisseras plus pour le garder. Tu ne fuiras plus par peur d'être blessé. Tu sauras le reconnaître parce que tu sais désormais ce que tu vaux et ce que tu veux. Tu sauras l'accueillir calmement depuis une vie déjà pleine et non depuis un manque désespéré. Et cet amour-là, reçu par la personne que tu es devenue, sera infiniment plus solide, plus vrai que celui que tu aurais pu vivre avant. Il faut souligner le renversement complet, parce qu'il referme tout l'épisode. Tu as commencé cette attente en la vivant comme une preuve que la vie t'abandonnait. Tu la termines en comprenant qu'elle était, en réalité, la vie qui te préparait. Ce que tu prenais pour un retard était une maturation. Ce que tu prenais pour un abandon était un soin. Ce que tu prenais pour du temps perdu était le temps le plus précieux, celui qui a fait de toi quelqu'un capable de vivre le bien qui vient. La porte ne s'ouvre pas parce que la vie s'est enfin souvenue de toi. Elle s'ouvre parce que tu es devenu quelqu'un qui saura vivre pleinement de l'autre côté. Je veux poser une distinction importante ici, pour rester honnête jusqu'au bout. Dire que tu avais raison d'attendre ne veut pas dire que toute attente est toujours juste,
ni qu'il faut attendre indéfiniment, passivement, sans jamais agir. Il y a une différence entre l'attente qui prépare, active, qui te transforme et te fait avancer, et l'attente passive qui n'est qu'une façon de ne pas oser vivre. Avoir raison d'attendre, ça ne veut pas dire rester les bras croisés en espérant que le ciel s'ouvre. Ça veut dire continuer à te construire, à faire des pas, à vivre pleinement, pendant que ce qui doit venir mûrit. Ton attente avait raison parce qu'elle te transformait, pas parce que tu ne faisais rien. Et il faut ajouter une dernière nuance, pour rester dans la vérité, et ne pas te vendre du rêve. Dire que l'attente t'a préparé ne veut pas dire que tout ce que tu désires est désormais garanti d'arriver, comme une récompense due. La vie ne fonctionne pas comme un contrat. Tant d'attente égale tel bonheur. Ce que tu peux savoir, avec certitude, c'est pas que tout ce que tu veux viendra, c'est que la personne que tu es devenue est mieux armée pour vivre ce qui viendra, quoi que ce soit. Ta préparation n'est pas une garantie sur les événements. Elle est une garantie sur toi, sur ta capacité à accueillir le bon et à traverser le difficile sans te perdre. Et ça, c'est la seule chose qui vraiment t'appartienne. Voilà, donc le dernier point, tu avais raison d'attendre. Car cette attente n'était pas une punition, mais une gestation. Elle a fait de toi quelqu'un de plus honnête, de plus stable, de moins prêt à se renier. Et comme le disait Jung, la croissance profonde naît quand on regarde la même douleur avec une conscience nouvelle. En amour, elle t'a évité de gâcher le bon lien par tes vieilles blessures et t'a rendu capable enfin de le recevoir et de le garder. Ce que tu prenais pour un abandon était un soin, à condition de comprendre que ton attente avait raison parce qu'elle te transformait, pas parce que tu ne faisais rien, et qu'elle est une garantie sur toi, non sur les événements. Alors voici ce que je voudrais te laisser. Au terme de tout ce chemin, t'as passé tout ce temps à te demander pourquoi ton tour n'arrivait pas, et tu vois maintenant que ce temps n'était pas contre toi, il était pour toi. Chaque jour d'attente, chaque déception, chaque porte fermée, tout ça a lentement sculpté quelqu'un de plus solide, de plus vrai, de plus proche de qui tu es vraiment. Tu n'étais pas en retard. Tu étais en train de devenir prêt. Et ce que je veux vraiment que tu emportes, c'est ceci. Ce que tu attends mérite la personne que tu es devenue en l'attendant. Si tout était venu trop tôt, tu n'aurais pas eu ce que tu as aujourd'hui, cette lucidité, cette solidité, cette connaissance de ta propre valeur. L'attente ne t'a pas volé des années. Elle t'a rendu capable de ne pas gâcher ce qui compte le plus. Elle t'a donné le plus beau des cadeaux, celui de pouvoir enfin recevoir le bien et l'amour, sans le fuir, sans t'y perdre, sans le détruire. Alors ne regarde plus ce temps comme du temps perdu. Regarde-le comme le long, patient travail qui t'a préparé à ta propre vie. Ce qui t'attend maintenant ne te trouvera plus démuni. Il te trouvera prêt. Et le jour où la porte s'ouvrira, tu la franchiras pas en tremblant, tu la franchiras en sachant enfin que tu as toujours mérité ce qui se trouve de l'autre côté. Si ce chemin t'a parlé, tu peux laisser un mot en commentaire, simplement celui-ci. J'avais raison d'attendre.